Avec sa gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et ses cheveux aux 4 vents, il a conquis la chanson française en 1969. Une seule chanson donc qu'il a révélée comme chanteur. Mais en réalité, il est plus qu'un interprète. Commencé bien avant, son métier d'auteur-compositeur lui a permis de rencontrer les plus grands de la chanson française et de devenir lui aussi incontournable. De son enfance égyptienne à sa vie parisienne, nous allons découvrir cette semaine un vagabond de la chanson qui aime bien sûr la musique et avec lequel nous parlerons également de politique, de valeurs, de religion. Mais pour l'heure, c'est son parcours que nous allons évoquer. Georges Moustaki, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre dans VIP sur KTO. Votre parcours, il a été marqué par cette chanson dont tout le monde parle et qui vous collera à la peau, je crois, tout le temps, cette chanson Le Métèque, qui a un destin tout à fait incroyable, qui a d'abord été refusée en 66 et qu'on a ressorti en 69 finalement. Il n'a pas été refusé, il a été chanté, enregistré par une femme qui avait beaucoup de talent, qui s'appelait Pia Colombo. Et bizarrement, la chanson ne devait pas coller à sa sensibilité ou à ce qu'on imaginait de sa sensibilité. Et les plus clairvoyants, comme Bruno Cocatrix, lui a dit enlève cette chanson, elle ne vaut rien. Ce qui fait qu'elle m'a restitué ma chanson. Et quand j'ai enregistré 3 ans plus tard, la chanson avait repris sa virginité, je pouvais la chanter comme une chanson neuve. Et effectivement, elle a changé ma vie, elle a eu un impact absolument imprévisible et extraordinaire. Et puis elle vous a persuadé, en tout cas elle vous a mis dans la tête que peut-être vous aviez une carrière de chanteur à faire, ce dont vous n'étiez absolument pas, vous, convaincu initialement. Ça ne s'est pas passé tout de suite. Je crois que c'était justement comme ça un coup d'éclat, une chanson qui tout à coup révolutionne pendant quelques jours, quelques mois le marché de la chanson, parce que c'est vrai que les ventes ont été imprévisiblement importantes et tout le monde me demandait de faire des concerts, d'apparaître dans des émissions. Et je ne pensais pas que ça serait suivi d'une carrière comme celle que j'ai entreprise par la suite. Comment vous expliquez que cette chanson parle aussi aux jeunes générations, qu'elle ne s'est jamais démodée, cette chanson? Elle est toute simple, les paroles sont simples et touchantes. Comment vous expliquez que, voilà, même aux jeunes, elle parle toujours? Mais c'est très difficile d'expliquer ce qu'on a fait. Je sais que ma question n'est pas facile. Oui, mais quand je l'ai écrite, j'ai l'impression qu'elle aurait fait sourire mon entourage. Parce que je parle de moi avec un sourire, c'est pas très sérieux. Il y a trop d'adjectifs ou trop de définitions grec, juif, métèque. C'était à la limite d'une chanson au 2e degré, comme on dirait. Mais finalement, je peux le constater après, qu'elle a été prise au 1er degré, c'est comme une revendication, comme quelque chose qui existe. Il y a en ce moment des problèmes, il y a depuis toujours, mais en ce moment le problème est brûlant avec les banlieues, avec l'immigration, avec les sans-papiers. Et le métèque est un mot qui rassemble cette idée de marginalité, d'étrangers méprisés. Et il faut aussi se souvenir qu'en 69, on sortait des événements, comme on disait pudiquement, de mai 68, au cours desquels un des slogans importants, c'était « Nous sommes tous des juifs allemands ». L'idée de revendiquer pour le plus grand nombre la différence était très proche de cette chanson. Est-ce que ça a joué? Je ne sais pas. Moi, je répète, je l'ai écrite pour un entourage restreint. Je ne pensais pas qu'elle allait avoir une carrière internationale. Ce qu'elle a eu, elle a été traduite, je ne sais pas, dans une quinzaine de langues. Mais tout ça m'a absolument dépassé. Alors, votre carrière artistique, c'est aussi une carrière d'auteur-compositeur. Ce sont des rencontres très importantes. C'est Georges Brassens qui a bouleversé votre vision de la chanson française. D'ailleurs, si vous vous appelez Georges, c'est en hommage à lui. C'est Henri Salvador, c'est Piaf, c'est Reggiani, puis bien d'autres. Qu'est-ce que tous ces gens-là que vous avez rencontrés, que vous avez aimés aussi, qu'est-ce que tous ces gens-là vous ont appris sur la chanson et sur vous-même? J'ai l'air de parler de moi avec une dose d'ingénuité, mais c'est vrai que quand j'écris le métèque, je ne pensais pas qu'il allait se produire ce qui s'est produit. Quand j'ai rencontré Georges Brassens, c'était un cri du cœur. J'ai eu envie de le rencontrer, de m'approcher de lui.
même pas le rencontrer, même pas d'être son ami, de m'approcher de lui. Or, le hasard a voulu qu'on ait un ami commun qui nous a mis en contact. Et il a eu, à l'écoute de mes premiers balbutiements, il a eu une réaction très, très bienveillante et des encouragements concrets. C'est-à-dire, il a alerté les gens qui pouvaient m'être utiles, ce qui était d'ailleurs un peu prématuré parce que je n'avais pas un grand répertoire à présenter. Mais alors, ça m'a apporté une caution extraordinaire et puis la réalisation du souhait que j'avais de rencontrer cet homme. Et puis, toutes les autres rencontres ont été souvent imprévues et imprévisibles aussi parce que le jour où je suis allé voir Piaf, par exemple, j'avais rendez-vous avec un monsieur que j'admirais beaucoup, qui était un guitariste, qui s'appelait Henri Crolla, qui était le guitariste d'Yves Montand. Et c'est lui, en fait, qui avait rendez-vous avec Piaf et qui vous avait a emmené. Avec Piaf. Ouais. Et quand j'écoutais Montand, j'écoutais son guitariste. Et puis un jour, le hasard a voulu qu'il soit dans ma petite chambre où je vivais à l'époque. Et puis au moment de partir, il me dit, j'ai rendez-vous avec Piaf, je t'emmène. Et j'ai débarqué chez Piaf parce que je suivais mon maître. Je n'allais pas voir Piaf, j'allais où allait mon nouvel ami qui était Henri Crolla. Et quand je suis rentré dans l'appartement et le monde, l'univers de Piaf, j'ai compris qu'il se préparait quelque chose de nouveau dans ma vie parce que on sent que, quand je dis on est en phase avec les gens, comme je l'étais avec Brassens, comme je l'étais quelquefois, j'ai compris que ce jour-là était important. Mais je ne sais pas, je n'aurais pas pu mesurer son importance. Je ne pensais pas que ça aurait été aussi loin, que j'allais vivre avec cette femme, que j'allais écrire des chansons qui sont devenues des classiques de son répertoire. Comme Milord, par exemple. On ne citait que celui-là. On peut citer que celui-là, c'est suffisant. Alors, on n'a pas le temps, évidemment, de parler de chaque marche de votre parcours, mais moi, j'encourage tous les gens qui veulent en connaître plus, à la fois sur votre parcours et puis sur votre vie, on va en parler toute cette semaine, à lire ce livre qui est sorti il y a quelques mois de Marc Legras, qui s'appelle Sobrement Moustaki, Chaque instant est toute une vie. Alors, c'est un livre qui est en plus livré avec un petit CD en prime et des chansons dessus. C'est dit que s'appelle Le Vagabond, c'est ça, Vagabond. Et moi, je vous encourage à aller voir un petit peu plus loin. Et nous, on va apprendre à vous découvrir toute cette semaine. Georges Moustaki, je vous remercie beaucoup. Merci Emmanuel. On l'apprend, on la compose, on la comprend, on l'écoute, on la joue. Elle a ses notes, ses airs, ses rythmes et harmonies, ses leçons, ses maîtres et ses conservatoires, ses cahiers, ses instruments, son papier, ses boîtes et ses réveils. Elle est vocale, instrumentale, symphonique ou de chambre, sacrée ou militaire, folklorique ou baroque, et elle accompagne la vie de mon invité depuis pratiquement toujours. Vous avez bien sûr reconnu, Georges Moustaki, la musique, oui, j'espère. Absolument. En tout cas, on ne pourrait pas mieux la définir. En tout cas, j'espère. La musique qui fait partie de votre vie depuis l'enfance, on peut dire. Depuis, oui, ma petite enfance. Depuis votre petite enfance. Oui, à travers des sources différentes, mais mon souvenir remonte à l'âge de 4-5 ans. Oui, la toute petite enfance. Oui. Vous avez toujours su que vous vouliez travailler dans la musique? Idéalement, je voyais ma vie comme étant dans la musique, mais je n'avais pas une ambition plus grande que celle d'être pianiste dans un bar, par exemple. Ah oui. J'avais des ambitions très, très limitées. Ça allait d'une ambition limitée à des rêves extravagants, bien sûr. Mais je me serais contenté d'un travail que j'ai exercé pendant un moment, de jouer dans un bar, c'est-à-dire d'être dans la musique, d'être payé pour faire de la musique et de m'exprimer avec de la musique. Finalement, ce n'est pas anodin ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire de faire toute votre carrière à travers cette musique. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette musique? Vous lui avez apporté des choses, des chansons, évidemment, mais qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette musique? Elle m'a apporté bien plus que ce que je lui ai apporté. Elle m'a apporté d'abord la jubilation que donne l'écoute de la musique, la jubilation que donne le fait de créer quelque chose, c'est-à-dire à partir du néant de faire une œuvre, aussi simple soit-elle qu'une chanson. Il m'est arrivé de faire des choses un peu plus ambitieuses pour le théâtre ou pour le cinéma. J'ai aussi, à la fréquentation des musiciens, à l'écoute des musiciens, mais aussi à leur fréquentation, j'ai le privilège d'être le voisin d'Henri Dutilleux. Ah. Et être sur
dans un coin de rue bavardé avec Henri Dutilleux de musique Qui à ou d'autres 90 ans choses. est encore toujours très alerte et très... Oui, on oublie qu'il a 90 ans. Oui, tout à fait. On ne le mentionne même pas quand on le voit. Oui, oui. Et j'ai appris la théorie avec un autre compositeur qui s'appelle Michel Puig. Ça se dit Puig en catalan. Je dis ça parce que son nom c'est Puig, mais personne ne dit Puig. Et qui a été mon maître en harmonie, fugue et contrepoint, et aussi un ami avec qui, après la leçon, on parlait de musique et qui, pendant des mois, m'a fait analyser le premier prélude du clavecin tempéré, par exemple. Passer des mois avec 8 mesures d'une œuvre de Bach, c'est vraiment une immersion dans l'essence de la musique. On voit que vous avez une formation dite classique, solide, de base. Souvent, les musiciens se forment un petit peu tout seuls en grattant sur leur guitare, arrivent à composer des mélodies, mais ce sont des mélodistes plus que des musiciens. Ça dépend, il y a de tout. Trenet était un mélodiste, un rythmiciste, un harmoniste. Enfin, il y avait tout, même si sa formation était surtout autodidacte. Moi, j'ai commencé à composer des airs sur une guitare, même je la tenais très mal, et j'ai fait mes premières chansons comme ça. Puis le goût de la musique, l'importance de la musique, l'importance de ce langage mystérieux qu'est la musique m'a donné envie d'entreprendre des études. Et je n'ai pas fini d'étudier la musique. Tous les jours, j'apprends un peu plus. Alors, vous avez sorti un petit livre qui s'appelle 7 contes du pays d'en face aux éditions Actes Sud. Et il y a donc l'un des contes est consacré à un luthiste. Et c'est une très jolie, comment on pourrait appeler ça, une très jolie parabole. C'est extrait d'ailleurs d'un conte japonais où finalement ça se termine avec quelqu'un qui joue très bien du luth et qui va comprendre en rencontrant un grand maître qu'il n'a pas besoin de son luth pour jouer admirablement du luth. Alors, c'est très japonais. C'est très japonais. Oui. Voilà. Et l'histoire originale parle du tir à l'arc. Ah oui, d'accord, c'est issu du monde du sport. J'ai fait le tir à l'arc est un sport et en même temps une initiation. Et j'ai fait le parallèle entre s'exprimer avec un arc, ce que j'ai connu au Japon. J'ai eu l'occasion d'entrer dans un dojo de tir à l'arc et j'ai vu que c'est un univers où les significations étaient différentes de toutes celles. Par exemple, le maître tirait à l'arc, il ratait sa cible et tous ses disciples l'applaudissaient parce que le fait de tirer à l'arc était important, la cible étant secondaire. Des tas de connotations de ce genre. Et vous l'avez transposé en fait à la musique avec l'exemple du luth. Voilà. Et j'ai pensé que quand on arrivait au sommet, quand un maître, que je ne suis pas, arrivait à être tellement haut dans sa discipline, il n'avait pas besoin de le prouver. Il était nimbé de musique. La musique existait sans qu'il intervienne. Et c'est un peu la leçon que va apprendre le jeune garçon très doué. Qui était très ambitieux, qui voulait prouver à tout le monde qu'il était le meilleur. Et puis, la meilleure preuve, c'est quand on n'a rien à prouver. Alors, on parle de la musique depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il faudrait mieux parler des musiques. Notamment vous qui avez tellement voyagé à travers le monde, vous avez rencontré différents styles de musique avec une petite passion pour le Brésil et tout ce qui va avec. Pas des passions qui changent. J'ai une passion pour l'Inde, j'ai une passion pour le monde arabe. Et actuellement Actuellement, c'est pour la musique. J'ai fait des découvertes et puis maintenant j'en fais la synthèse autant que je peux. Mais la chose que je voudrais dire, c'est qu'on dit oui, vous voyagez beaucoup parce que la musique est universelle. Ce n'est pas vrai. Quand j'étais en Corée, on m'a emmené voir et écouter des musiciens coréens. Et la musique est un véritable langage. Et si on ne le connaît pas, même si ce sont des notes, des sons, des intervalles, des rythmes, des silences, ils changent selon les cultures. Ils ont un point commun, c'est leur côté sonore. Mais toute la phraséologie de la musique appartient à des cultures bien précises. Alors il y en a qui m'ont paru limpides. La musique indienne, quand j'ai entendu la première fois, j'ai compris que ça me parlait. Et la coréenne alors? La coréenne, c'est la première fois où j'ai dû vraiment m'accrocher parce que c'était très long à comprendre et j'ai fini parce que j'étais têtu et parce que ça me plaisait en même temps. J'ai fini par comprendre quelque chose, probablement pas tout ce qu'il fallait comprendre.
Le silence qui suit du Mozart est encore du Mozart. Est-ce que le silence qui suit du Moustaki est encore du Moustaki? Et je serais très heureux qu'on dise ça, Ah bon, on va qu'on le le dire. pense. Merci beaucoup, Georges Moustaki. Un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. C'est un historien grec qui nous dit cela, Thucydide. Alors on va se le tenir pour dit à l'heure où la politique en France n'a jamais été autant décrédibilisée et n'a jamais aussi peu mobilisé les jeunes générations. Mon invité, lui, fait partie d'une génération qui a vu l'histoire se faire, une génération beaucoup plus politisée finalement, Georges Moustaki. Je ne me rends pas compte parce qu'en ce moment, il y a toute l'agitation dans les rues. C'est une vision politique. Oui, mais l'agitation dans les rues, c'est toujours très, très ponctuel finalement. Mais c'est pourtant comme ça que je me suis éveillé à la politique. En 68 ? En 68, ça a été un point un peu culminant. Avant ça, il y avait une guerre, il y avait la dictature en Grèce et la guerre éclair au Moyen-Orient. Ce sont des régions donc, qui me concernent où j'ai prêté attention un peu plus attentivement que ce qui se passait. Bon, il y a eu la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine font partie un peu de mon parcours d'homme politisé, mais c'était moins proche et moins intime. Quand ça s'est rapproché en Grèce et au Moyen-Orient, ça m'a mobilisé. J'ai commencé à prendre des positions publiques, mais enfin, je n'avais aucune notoriété, donc ça n'intéressait personne que moi. Ensuite, il y a eu mai 68 qui concernait une génération qui n'était pas la mienne, mais comme c'était géographiquement tout près, j'habite près de la Sorbonne, donc j'entendais ce qui se passait dans la rue, je suis allé voir, et c'était une explosion politique, mais aussi poétique, c'est-à-dire les discours n'étaient pas des discours politiciens, c'était des discours tout à fait rafraîchissants et très beaux, et je me suis intéressé au point d'embrigader quelques-uns de mes confrères pour aller faire des concerts dans les universités, dans les usines, enfin partout où le projet de révolution était en train de s'accomplir. Et puis, bon, ça m'a sensibilisé d'une manière presque définitive parce que je suis resté à l'écoute de tout ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui. Un de mes premiers gestes, c'est de savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le pays où je vis, mais dans le monde qui nous entoure, avec juste ou pas une réflexion politique sur tout ce qui se passe. Quand il y a eu la mort de Ilan Halimi, j'ai réagi d'une manière politique, c'est pas sentimentale, parce que cette surmédiation m'a beaucoup agressé. J'ai eu envie de voir clair dans pourquoi il y a des réactions aussi controversées. Donc, pour dire, je suis rentré, comme on dirait en politique, depuis une quarantaine d'années, et je continue à être très mobilisé dans ma vie et dans mes chansons. On parle, le Métèque était même une chanson qui a été politisée à mon insu. Et en Méditerranée aussi. Après, au moment de la dictature des colonels, c'est devenu des hymnes de résistance. Voilà, j'ai été interdit en Espagne, j'ai été interdit en Grèce, j'ai été interdit en Corée. En Corée, parce que j'avais traduit la chanson de John Baez et Ennio Morricone, qui est la marche de Sacco e Vanzetti, c'était des dangereux anarchistes italiens. Dans beaucoup de chansons, j'ai fait des chansons avec Theodorakis, qui était aussi un porte-parole de toute l'opposition grecque à la dictature. J'ai participé à des rencontres entre Palestiniens et Juifs pour qu'il y ait une tentative de compréhension. Enfin, c'est avec toutes mes origines mélangées, je suis un bon sujet pour être sensibilisé à la politique au quotidien. Souvent, on se pose la question d'ailleurs de savoir si les gens connus, qu'ils soient chanteurs, acteurs, artistes, ont, entre guillemets, la pertinence pour parler politique ou pas. Vous, vos origines multiculturelles vous donnent une certaine pertinence, mais souvent on se dit, oh, pourquoi lui donne son avis? Moi, je dirais qu'elle me donne une sensibilité. Je peux parler en connaissance de cause, mais je ne suis pas sûr de proposer des analyses très pertinentes. Je le fais, mais on en fait ce qu'on veut après. Dostoïevski disait que la politique, c'est l'amour de la patrie et rien de plus,
Et Václav Havel, que la vraie politique est simplement le service du prochain. Dans ces deux rapports à la politique, il y a une notion de noblesse, finalement, que ce soit l'amour de la patrie ou le service du prochain, qui sont complètement oubliés aujourd'hui, en tout cas en France, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder que ce qui se passe chez nous. Vous ne trouvez pas que cette noblesse de la politique manque un peu aujourd'hui? Elle manque totalement, bien sûr, oui. Ce sont des carrières, ce sont des esprits sectaires maintenant. C'est vrai que si on prend la politique, la chose publique, qui était la chose qui concerne tous les citoyens, elle est oubliée. La première fois que je suis allé en Grèce, c'est pour ça peut-être quand il y a eu le coup d'État en Grèce, ça m'a agressé, ça m'a blessé, parce que je suis grec mais né en Égypte, donc quand je suis allé en Grèce, j'ai trouvé une patrie qui était originelle mais pas concrète. Et j'apprécie beaucoup dans les discussions que les Grecs avaient entre eux, parce que c'était des vrais politiques, et non pas des politiciens. Ils discutaient toujours dans leur controverse, qu'est-ce qui est bon pour la Grèce. Ils cherchaient ensemble, avec des idées complètement opposées, ce qui serait bon pour la Grèce. Je trouvais ça très généreux d'accepter que l'adversaire puisse faire des propositions qui apportent quelque chose à leur patrie. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas en France, on réagit en négatif. Voilà, on va imposer que l'autre a tort. Alors, j'ai déjà parlé de ce petit livre, 7 contes du pays d'en face, on en a parlé pour la musique. Il y a aussi, la plupart des contes sont très politiques, finalement. Pas très, un petit peu. Un petit peu, le mur, le premier, excusez-moi, si ça c'est pas un conte politique, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'histoire d'un mur qui s'érige entre deux communautés, enfin deux pays. Mais ça rappelle quand même, je ne sais pas, des petites choses. Oui, bien sûr, c'est le mur de dissuasion entre Israël et ce que sera la Palestine. Mais c'est surtout, l'idée c'est que ce mur que les gens de pouvoir érigent pour séparer, finit, grâce à des enfants qui se rassemblent au pied de ce mur, finit par ressembler les deux pays. Et il se détruit de lui-même parce que devant l'envie des enfants des deux bords de se connaître, de se voir en vrai, le mur finit par s'écrouler de sa belle mort. C'est un conte en tout cas positif, on va dire, oui, sur la politique. Utopiste, mais positif. Mais il en faut des utopies pour faire sourire un petit peu. Merci beaucoup, Georges Moustaki, de nous avoir intéressés à ce sujet qui vous tient à cœur. Merci. En droit, donc sur un plan purement juridique, un contrat est une convention passée entre deux ou plusieurs personnes ayant pour effet de créer entre elles une obligation légale. Eh bien, lui, c'est avec lui-même qu'il a passé un contrat moral, un contrat éthique qu'il dit et veut assumer sur scène et dans la vie. Et moi, ce qui m'intéresserait, Georges Moustaki, c'est de savoir quels sont les termes de ce contrat. Parce que passer un contrat avec soi-même, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que vous avez mis dans ce contrat? Je peux procéder par des exemples, c'est plus facile. Allons-y, illustrons. Voilà, quand j'ai décidé ou que je suis entré dans la musique qui m'a permis d'imaginer que ma vie serait faite à partir de mon travail de musicien, et que j'ai eu une réaction merveilleuse puisque j'en vis, parce que je m'exprime, parce que j'existe socialement et émotionnellement avec la musique. Je me suis senti des obligations liées de la musique, c'est-à-dire de ne pas la trahir, de ne pas la rendre racoleuse, de ne pas... Voilà. Alors, je suis vigilant dans mes rapports avec la musique pour savoir que je ne la trahis pas. Voilà un contrat que je me passe avec moi-même. Vous en parlez comme d'une muse ou d'une déesse, enfin comme d'une personne vraiment. Mais c'est ce que j'éprouve. Bon, et ça peut être des actes beaucoup plus quotidiens. Si je veux compter sur moi-même, sur mon intégrité physique, je n'ai pas le droit de m'alimenter n'importe comment. Je ne me le donne pas. Si je passe un contrat en disant si tu veux compter sur toi-même, il faut manger d'une certaine manière. Je ne suis pas dans un régime. C'est une attitude vis-à-vis du fait de manger, vis-à-vis de... Je monte des escaliers, par exemple. Bon, j'ai les moyens et peut-être l'âge d'habiter un appartement plus confortable au plan des étages. Mon appartement est confortable, mais je monte
plusieurs fois par jour 5 étages. Et je dis que pour mériter, et ce n'est pas une notion religieuse du mérite, mais pour m'attendre au bout de ces 5 étages un appartement que je veux vraiment habiter. Alors je me tiens à cette entente avec moi-même. Voilà, je prends des exemples qui ne sont peut-être pas très convaincants, mais qui expliquent un peu ce qui vous paraissait incompréhensible. Là, finalement, vous nous parlez... non, ça ne me paraît pas incompréhensible. C'est quand vous m'avez dit une valeur, je vais prendre le respect, le contrat avec moi-même, respecter le contrat avec moi-même. Oui. Vous nous parlez du respect de la musique, du respect de celui que vous êtes. J'imagine qu'il y a aussi quelque part une partie du contrat qui touche le public, forcément. Mais ça rejoint, je dis qu'une musique ne soit pas racoleuse, c'est-à-dire de ne pas prostituer la musique. C'est par égard pour les gens qui l'écoutent. Je peux concevoir un spectacle qui répondrait à l'attente évidente des spectateurs. Mais je trouve que c'est dommage. Il me tient à cœur de les emmener dans des régions musicales qui m'intéressent aussi, même si elles demandent un effort, même si elles risquent de conduire le spectacle à un échec ou un demi-succès. Ça veut dire que ça implique une notion de prise de risque aussi. Oui, c'est un peu trop fort, prise de risque, parce qu'on ne risque pas sa vie. C'est vrai. Ça implique qu'on sera moins gratifié par des applaudissements, mais on aura accompli quelque chose qui est important. Mais vous êtes quand même dans un milieu qui est pas réputé pour sa tendresse, ni pour sa facilité. Donc j'imagine que quand on veut durer sur une carrière musicale, au bout d'un moment, on fait des compromis, ou est-ce qu'on arrive à ne pas faire de compromis? Mais ça fait partie du contrat, de ne pas faire de compromis. Mais c'est possible, ça, de durer aussi longtemps sans faire de compromis et de rester soi-même? Les gens importants qui me servent de modèle, de mentor, Brassens n'a jamais fait de compromis. Il a répondu avec gentillesse quand on le sollicitait. Quelquefois, il avait des choses qu'il n'avait peut-être pas envie de faire, mais c'est juste par conscience professionnelle ou par gentillesse. Mais son œuvre ne contient pas le moindre compromis. Il a été critiqué, heureusement, parce que sinon, ça aurait été une idole et on aurait horreur des idoles. Il a été critiqué pour certaines idées qu'il a complètement assumées. Et, je veux dire, aller dans la démagogie ne vous permet pas forcément de durer, au contraire. Au contraire, on passe avec la mode, finalement. Exactement, c'est ce que Cocteau qui disait, la mode se démode. Et pour durer, il faut se méfier de la mode. Mais de toute façon, la question ne se pose pas. Je n'avais jamais prévu d'être chanteur ou d'être quoi que ce soit. J'avais prévu de faire ce que la vie me proposait et pour lequel je me sentais fait. Et sans plan de carrière, sans ambition démesurée, sans savoir même où mener les... Vous savez, il y a une phrase que je cite tout le temps, j'adore les citations. Quand on ne sait pas où on va, tous les chemins vous y mènent. Et voilà, j'avais décidé de ne pas savoir où j'allais. Il y a une autre phrase de Sénèque qui dit « Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Quelque chose comme ça. On se retrouve encore une fois. Voilà. Très bien. Quelles sont les valeurs, Georges Moustaki, transmises par vos parents, vraiment? Je crois que c'est le sens de la vie. Ils ne m'ont pas donné des valeurs répressives, ils ne m'ont pas donné des valeurs pédagogiques, mais ils m'ont appris à être gourmand de la vie. Par ce qu'on vivait, quand ma mère m'emmenait avec elle faire des courses, c'était une découverte de son monde, fait de rire, de marchandage, de philosophie, de bonhomie, ce qu'elle me préparait à table était aussi une source de plaisir varié et irrésistible. Et mon père était un homme il avait la partie plus austère, plus sévère, mais c'était une rigueur visage humain, c'était pas une rigueur compulsive. Je vous propose justement qu'on évoque vos parents et plus généralement votre enfance dans la prochaine conversation. Avec plaisir. Merci Georges Moustaki.
Elie Wiesel, auteur juif d'origine roumaine, naturalisé américain et prix Nobel de la paix en 1986, écrit dans Mémoire à deux voix que quand l'enfant naît, il naît avec toutes les nuances du monde. Il a ses exigences, ses ambitions. C'est l'enfant en moi qui me crée. Et cette phrase m'a immédiatement fait penser à vous, Georges Moustaki, qui vous êtes créé votre destin après une enfance multiculturelle passée dans votre ville natale d'Alexandrie, une cité cosmopolite, hein, s'il en est. C'est né avec toutes les nuances du monde, comme tous les enfants, mais aussi dans un monde vraiment de nuances. de nuances. Voilà, pour le coup, une enfance. Je suis né dans un monde de nuances, et de nuances très visibles. Elles étaient nuancées parce qu'il y avait des liens communs entre les différentes communautés qui coexistaient, les différentes religions, les différentes ethnies. Donc il y avait des particularités, mais qui pouvaient n'être que des nuances entre les rites religieux qui se partageaient. Quand c'était le ramadan, tout le monde fêtait le ramadan. Mais on fêtait le ramadan et on fêtait le jeûne juif aussi de la même manière, avec la même ferveur et la même désinvolture aussi, parce que c'était des fêtes qui n'étaient pas uniquement religieuses, qui n'étaient pas même pas uniquement communautaires. Et ce monde plein de nuances, plein de langage, plein de pratiques, c'était aussi le monde de mon enfance lycéenne, puisque dans l'école où j'allais, il y avait au moins 20 nationalités différentes. Vous étiez dans un institut français, vous? Oui. Vos parents y tenaient, hein? Je ne sais pas pourquoi ils y tenaient d'ailleurs. C'est assez mystérieux parce que Alexandrie était tellement cosmopolite que ce n'était pas étonnant que des Grecs juifs nés en Égypte parlent français en première langue, ce qui était le cas de mes sœurs et moi. Et on était tellement amoureux du français qu'on l'a importé à la maison. Et mes parents, qui sont des Grecs de souche, qui parlaient aussi l'italien et l'arabe parce que c'était la langue du pays, bien sûr, ils ont aussi adopté le français. Ça fait que dans ma famille, à partir de peut-être de 40, ma scolarité, enfin, la langue de famille est devenue le français. Ce qu'un ami m'a fait dire, je ne sais pas de quelle nationalité tu es, mais tu es citoyen de la langue française. Et c'est ce que nous avons tous été à partir d'un certain moment. Il ressemblait à quoi le petit? Alors vous appelez pas Georges Moustaki, comment? C'était Youssef, comment vous dites après? Moustaki, Moustachi? Moustaki. Youssef Moustaki. Oui. Il ressemblait à quoi ce petit garçon en termes de caractère? Un peu indépendant. C'est-à-dire que très vite, mon père, je parlais tout à l'heure de sa rigueur, mais il avait une rigueur pas du tout rigide. Et il avait pour qualité de me donner envie de lui ressembler, parce qu'il était beau, parce qu'il plaisait aux gens, parce qu'il avait un comportement dans la vie que j'enviais. Et peut-être que notre entente, elle était là. Et très vite, il m'a offert des outils pour m'isoler. C'est une bicyclette et un petit bateau. Et le petit enfant que j'étais, très vite, grâce à ces deux moyens de locomotion, était très indépendant. Je n'avais pas besoin de suivre quelqu'un. J'étais mon propre maître à bord, sur mon vélo et sur ma petite barque qui contenait, en tassant bien 2 personnes. C'était vraiment un petit bateau. Un petit bateau pour circuler dans la rade d'Alexandrie. Et je veux dire, mon caractère est très lié au fait d'avoir eu cette barque et ce vélo qui a alimenté mon goût pour l'aventure solitaire. Mm-hmm. Quand vous pensez à votre enfance, il y a une odeur en particulier qui remonte à votre mémoire? Des odeurs, plein. L'Alexandrie, il y a plein d'odeurs, mais peut-être à partir de 5 heures du soir, où il y a le vent de la mer qui ramène des effluves, il y a les odeurs du large, mais surtout, il y a les vendeurs de jasmin, ils vendent des colliers de jasmin, et le vent de la mer vous parvient et emmène les odeurs de jasmin. Pour moi, elles sont très présentes. Quand je respire du jasmin, j'ai une vision d'Alexandrie à une certaine heure du jour très précise. Vous y revenez régulièrement à Alexandrie? Il y a eu des années, quelquefois presque une décennie où je ne suis pas allé parce que le vent ne m'y poussait pas, comme disait Sénèque. Et puis,
Depuis, peut-être en me rendant compte avec l'âge qu'Alexandrie est de plus en plus présente dans ma vie, dans mes références, j'essaye d'y aller le plus souvent pour toutes sortes de raisons, pour rencontrer des amis, pour faire des concerts, pour participer à des colloques, pour découvrir des coins de ma ville qui n'existaient pas quand je vivais. Je suis très lié à un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Empereur, qui est devenu alexandrin par amour d'Alexandrie et de ses vestiges. Il me fait découvrir une Alexandrie que je ne connais pas. Et aller à Alexandrie pour aller à sa rencontre est une chose très passionnante. Alors, pour reprendre Élie Wiesel, que je citais en introduction, il a également écrit, toujours dans Mémoire à deux voix, « Nous aimons notre enfance, ça semble évident en ce qui vous concerne, nous y revenons, nous la jugeons, elle nous juge. » Si vous rencontriez aujourd'hui le petit Youssef Moustaki, à votre avis, il serait fier de l'homme que vous êtes devenu? Ben, si je vois les enfants qui viennent, les enfants de mes amis, pour qui je suis devenu un personnage important dans le métier que je fais, je pense que si j'étais à leur place, j'aurais dit, tiens, c'est vrai, il est parti de notre petite ville et il a circulé dans le monde. Oui, je pense que je serais fier. Il y a de quoi être fier, bêtement fier, mais fier quand même. Et vous lui diriez quoi, ce petit Youssef, si vous pouviez le rencontrer au coin d'une rue d'Alexandrie? Que c'est parce qu'il est comme il est qu'il risque de devenir universel. Merci beaucoup, Georges Moustaki. Ce n'est certainement pas un homme d'origine grecque que je vais apprendre que le mot agnosticisme est composé du grec a privatif et de gnosis qui signifie connaissance. L'agnosticisme est donc une conception philosophique selon laquelle il est impossible à l'homme de se prononcer sur l'existence de Dieu. Si Dieu existe, ce qu'il n'est pas possible de savoir, il est inaccessible et on ne saurait se prononcer sur sa nature. Et si j'insiste sur cette définition, Georges Moustaki, d'agnostique, c'est que vous m'aviez dit être agnostique, mais pas sans une certaine religiosité. Je crois que ça mérite explication. Mais la religiosité, religion, c'est le fait de relier les choses. Et c'est vrai que dans le monde où je vis, j'ai souvent l'occasion de relier des événements qui interviennent dans ma vie. Donc, je ne peux pas refuser l'idée que le terme de religion s'applique à ma manière de vivre. Alors, qui dit religion dit religion au pluriel. Elles existent avec leurs dogmes, avec leurs croyances, avec leurs particularités, qui nous touchent parce qu'elles débordent de leur caractère confessionnel. Les religions font partie d'un fait social, d'un fait politique, et qui me concerne et auquel je réagis. Je suis agnostique dans la mesure où je n'ai pas choisi de reconnaître une divinité ou une religion. Même pas la vôtre? Je suis né juif parce que mes parents étaient juifs. J'ai été baigné dans un monde musulman. J'ai eu beaucoup d'attirance parce que pour d'autres religions. Quand j'étais en Inde, je trouvais que les religions en Inde ou au Japon pouvaient m'émouvoir, sans me convaincre, mais m'émouvoir. Et la première fois que je suis venu en France, j'avais 13 ans, et je faisais partie d'une troupe de scouts catholiques. Je m'étais intégré à cette troupe parce que je voulais connaître la France. Ce n'était pas du tout par adhésion au côté catholique de la troupe. Mais donc, quand ces petits catholiques allaient célébrer la messe dans des décors sublimes, où il y avait un aumônier franciscain qui disait la messe sur les cimes des montagnes, j'avais tout de suite envie de devenir catholique aussi. Mais aucune religion, même celle qui me trouble, qui m'intéresse, qui me raconte des histoires, y compris la mienne, comme vous dites, qui est très profonde et riche, ne m'a convaincu pour une adhésion totale et une croyance sans faille. Vous avez chanté des chansons qui ont quand même des rapports avec la religion. Il y a un Ave Maria en portugais, en brésilien. Oui. Il y a un Joseph aussi, oui,
c'est l'histoire un peu de Ben, qui Joseph. était interdit par les instances religieuses espagnoles, bizarrement. Espagnol. Espagnoles et italiennes. Alors que c'est une Elle est quand chanson... même assez inoffensive, cette chanson. C'est l'histoire de mais Joseph qui a épousé pile voilà. Marie. On ne réécrit pas l'histoire. On n'a pas le droit de toucher à l'histoire, semble-t-il. Par contre, elle était dans les missels en France. Évidemment. J'ai eu 2 chansons dans les missels en France. J'ai eu Humblement il est venu, qui est une description du Christ à ma manière. Enfin, elle n'est pas absolument exacte, puisque je l'ai fait vivre 2000 ans alors qu'on était en 1980 et quelques, et 75 et quelques. J'ai écrit Pourquoi mon Dieu. Alors voilà, je voulais y venir. Oui. Pourquoi mon Dieu, qui est déjà plus revendicative. Non, mais pourquoi mon Dieu? Je peux dire mon Dieu dans un moment d'émotion, mais ce n'est pas une allégeance non plus. Mais un jour, j'ai eu une discussion de ce genre avec un ancien prêtre qui s'appelle Jean-Claude Barrault, qui disait apprécier beaucoup mes chansons et au moment où il était prêtre, il disait ça. Je lui ai dit, mais quel rapport entre mes chansons et tes convictions religieuses? Il me dit, dans tes chansons, le catholicisme est possible. J'ai pris ça comme un compliment œcuménique. Ça doit travailler quand même, parce qu'on n'y pense pas forcément au moment où on les écrit. Ah non, on se dit, mince, c'est le retour que me fait un prêtre sur mes chansons. C'est-à-dire que les valeurs exprimées dans mes chansons sont non seulement compatibles avec le catholicisme, mais le feraient exister d'une certaine manière. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai des élans de tendresse pour des personnages de la Bible, que ce soit Joseph, que ce soit le Christ, mais comme des personnages qui me touchent et non pas des convictions arrêtées. Alors, on a bien compris quel était votre rapport, il me semble, à la religion. À un moment, comme tout le monde, vous allez partir. Vous y pensez au moment du passage, au moment où vous rencontrerez peut-être ce Dieu qui existe? Vous y pensez un petit peu? Vous imaginez un peu la scène ou... Dans une imagerie tout à fait imaginaire. D'ailleurs, les 2 mots sont proches. Peut-être, mais je n'ai pas une vision d'un passage. Je me vois... J'écris des chansons sur la mort où je me vois m'éteindre et me reposer. J'ai écrit « Nous avons toute la mort pour nous reposer ». C'est pas un passage, c'est la fin d'une aventure merveilleuse mais épuisante qu'est la vie. Et le début d'une autre aventure ou pas, d'après vous? Je ne me prononce pas. Mais vous avez une espérance à ce niveau-là? Vous êtes un agnostique qui espère qu'il y a quelque chose ou un... Je suis un agnostique qui va survivre, ne fût-ce que parce que je vais laisser au moins 1 ou 2 chansons qui vont me perpétuer. J'ai laissé des enfants qui vont aussi faire que je ne serai pas tout à fait mort. Mais est-ce que je vais revivre? J'aime suffisamment la vie pour en avoir envie. Je voudrais pas. Je serais très heureux que ça se renouvelle. Mais je n'ai pas une idée. Je disais, j'ai pas une idée arrêtée. Et je ne suis pas motivé dans mes actions ici-bas par des réalisations futures. Bon, allez, une dernière question très agaçante, une question de journaliste. Si vous pouviez, enfin, admettons que vous rencontriez Dieu, admettons qu'il existe, que vous le rencontrez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise au moment de cette rencontre? Et qui m'explique pourquoi il ne peut pas intervenir plus souvent dans nos affaires humaines et ne pas mettre au présent ce qu'on espère du futur. C'est-à-dire que le paradis, tout de suite. Là, maintenant. Voilà, Paradise Now. C'était un beau film palestinien, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas vu, je connais le titre, mais je ne l'ai pas vu. C'est un beau projet, je trouve. Je crois que s'il existe, il en est bien capable. Merci beaucoup, Georges Moustaki. Merci. C'est déjà l'heure de la dernière conversation. On a passé toute une semaine en compagnie de Georges Moustaki. Alors, la dernière conversation, c'est un jeu de questions-réponses où on répond un peu comme on peut, parce que ce n'est pas toujours des questions faciles. Et je le sais.
Alors, vous vous sentez prêt? Je vous sens très concentré. Et oui, je m'attends au pire. Oh, mais non, mais non. Georges Moustaki, est-ce que vous avez une devise ou une phrase qui vous plaît, que vous voudrez répéter? Une phrase que j'ai déjà formulée, c'est Henri Miller qui l'écrit dans un de ses livres. Quand on ne sait pas où on va, tous les chemins vous y mènent. C'est vrai. Donc, C'est celle que j'ai envie de prononcer dans plusieurs situations. quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? La séduction. Il faut une explication. Ah oui. Ah bon? Ben, l'envie de plaire et l'envie de séduire, de prendre, de s'approprier, même virtuellement, même en imagination, est toujours présent. Qu'est-ce qui vous étonne d'une manière générale dans la vie? Le manque d'imagination. Je suis très étonné que des gens qui sont doués de beaucoup de qualités, souvent aient un horizon très limité dans le champ de l'imagination. Ils répètent un peu. Ça m'étonne que les gens se rassemblent pour parler de ce qu'ils ont vu à la télévision, par exemple. C'est ça que j'appelle le monde d'imagination. Ils oublient qu'il y a tout un champ de conversation, de réflexion très vaste, mais non, on se limite à une chose qui nous envahit tous les jours, qui est la télévision. Je ne devrais pas dire ça ici. Nous, aussi, bien sûr. Nous, c'est pas de la télévision. Je sais, c'est une autre télévision. C'est pour ça que j'ai dit les deux choses. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Le luxe de me sentir libre, qui est peut-être quelquefois, comment dirais-je, c'est illusoire, mais le sentiment d'être mon propre maître, quoi. C'est pour ça que je dis c'est illusoire. On ne maîtrise pas justement tout ce qu'on voudrait maîtriser, mais j'ai un métier, une façon de vivre et une philosophie qui me donne le sentiment d'être mon maître. Ça nous ramène à une très belle chanson que vous avez écrite, Ma liberté, pour Reggiani. Oui, j'ai lu ça, j'ai beaucoup aimé. Je viens du Québec. Et le journaliste citait cette chanson et il a ajouté « Qu'est-ce que la liberté si on n'avait pas la liberté de s'en passer ?» pour quelqu'un qu'on aime. Voilà. Il a bien complété la chanson par cette réflexion. Et je suis d'accord avec lui. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Vous êtes beau. Quelle serait votre définition du bonheur? C'est d'accumuler les instants magiques qui vous donnent du bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un long fleuve tranquille, mais si dans ce qu'est la vie, les instants de bonheur sont les plus fréquents que les instants où on manque de bonheur, ça serait une vie heureuse. Avez-vous un rêve inachevé? Moi qui ne rêve plus souvent, comme je n'ai pas un rêve inachevé. Peut-être, j'ai parlé de la musique, peut-être la musique est un continent que je n'ai pas fini d'explorer. Mon rêve serait de le connaître parfaitement. Mais c'est possible, ça? C'est pas possible. C'est pour ça que ça reste un rêve. Quel est l'échec qui vous a fait le plus avancer? Vous posez des questions embarrassantes parce que... Ah, mais vous faites les réponses que vous voulez aussi. Oui, non, des échecs. D'abord, je ne me connais pas d'échec cuisant et je ne connais pas d'échec qui m'ait fait avancer, mais je connais des petits échecs, des petites contrariétés, des déceptions qui m'ont conforté dans ma philosophie fataliste, de dire, bon, c'est comme ça que ça devait être. Mais il n'y a pas eu un grand choc à partir d'un échec. Tant mieux. Non, si l'échec, moi je rêverais d'un grand échec, s'il était récompensé par une avancée
importante. Et votre plus belle réussite alors? C'est d'être parvenu à être en accord avec ce que je rêvais d'être et ce que je suis. Même si l'accord est imparfait, mais il y a un accord. Il y a comme vous parlez de contrat, le contrat est respecté. Je fais ce que j'estimais devoir faire et de la manière dont je vais le faire. Ça, je trouve que c'est un beau cadeau de la vie. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pleuré? Il n'y a pas longtemps, mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu envie de pleurer, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. J'ai le souvenir d'avoir pleuré, enfin, pas à chaudes larmes, je n'ai jamais beaucoup pleuré, mais d'avoir les yeux qui s'humectent, mais ça peut être aussi bien une musique qu'un film, qu'une lecture. Bizarrement, j'en ai perdu le souvenir. Et dernière question, Georges Moustaki, qu'est-ce que réussir sa vie? Je vais encore retourner ma notion de contrat avec soi-même, c'est de respecter ce qu'on a convenu entre soi et soi, quel que soit le prix à payer, quelle que soit l'issue. Si on est voué à l'échec, par respect de soi-même, c'est une réussite. Des paroles un peu dures à entendre quand même. Mais j'ai l'air d'avoir une vie tranquille, d'être un personnage qui parle lentement, mais je ne suis pas que douceur, ni avec moi-même, ni avec le monde. C'est-à-dire que quoi, vous êtes violence ou... Ah, bien sûr, je peux être violent, agressif, mais ça ne résiste pas à la réflexion. Mais dans le tempérament, des Méditerranéens, c'est un mélange de philosophes souriants et de gens très, très turbulents. Je suis fait de cette patte-là. Le côté turbulent ne sera pas trop ressorti pendant l'émission. Vous êtes Non, resté très... il faut le solliciter. D'accord. Là, on fera ça une prochaine fois. Avec plaisir. Tant pis. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite quoi pour la suite, Georges? Bonne route. Bonne route. C'est là où se passe ma vie, sur la route. Tout à fait. Georges le Vagabond, je vous souhaite bonne route. Et moi, je vous souhaite de beaux enfants. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup, Georges Moustaki. Au revoir.